Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de commencer ce second cours sur les questions d'information biologique et l'angle computationnel que j'ai décidé d'utiliser cette année et que j'ai introduit la dernière fois. Donc aujourd'hui, j'aimerais m'intéresser à une question qui se présente sous la forme d'un paradoxe et qui concerne quelque chose plus proprement au développement, savoir le fait que, comme on va le voir, la complexité d'un système biologique croît au cours du développement, depuis la première cellule jusqu'à la fin du développement embryonnaire. Et néanmoins, d'un point de vue de théorie de l'information de Shannon, l'information doit être constante. Et donc, comment rendre compte de cet accroissement de complexité à information constante? Et on verra que un moyen d'aborder ce paradoxe, à mon avis, un moyen très utile d'aborder ce paradoxe, c'est de s'appuyer sur justement ce que j'ai introduit la dernière fois, à savoir la dimension algorithmique des processus biologiques. Alors, petit rappel néanmoins important du cours précédent, j'ai justifié l'abord de la question biologique sous l'angle computationnel en défendant l'idée qu'il permet d'aborder deux grandes questions ou deux grandes nécessités pour la compréhension d'un système biologique, à savoir rendre compte des caractéristiques fonctionnelles d'un système biologique. Il répond à une fonction, un ensemble de fonctions. Et deuxièmement, on veut extraire la logique de ces systèmes, dont on fait l'hypothèse qu'elle est sous-jacente. Et ce niveau de la logique, le niveau algorithmique, tel que présenté David Marr, permet donc d'accéder à un niveau d'unité dans la compréhension des systèmes biologiques. On va dire qu'un système biologique peut être décrit comme un système qui fait du processing d'informations, et donc cela nécessite la manipulation de symboles représentés de façon représentée dans le système, suivant des règles formelles logiques. Et cette perspective permet de s'élever du niveau de l'implémentation, notamment moléculaire de systèmes, ou physique, ou mécanique, à un niveau de leur logique propre, qui est le niveau proprement algorithmique. Et donc on s'était appuyé sur cette théorie de trois niveaux d'analyse de David Marr dans les années 70 sur les neurosciences, en le généralisant à une compréhension de la biologie, et plus spécifiquement la biologie du développement, en distinguant le niveau computationnel qui répond à la question du but de ces systèmes, de leur fonctionnement. Deuxièmement, le niveau algorithmique qui essaye de comprendre la stratégie pour résoudre un ensemble de problèmes, qui accède à la logique du système. Et enfin, le niveau de l'implémentation, au niveau à la fois physique et chimique, donc biologique proprement dit. Et ces trois niveaux d'analyse sont aussi importants l'un que l'autre. Ces trois niveaux d'analyse sont néanmoins indépendants l'un de l'autre, au sens où il y a une certaine unité de la compréhension algorithmique pour différents niveaux d'implémentation. Je donnais l'exemple des instabilités de Turing, du formalisme de Turing, qui permet d'accéder à cette unité écrite en langage mathématique pour des implémentations différentes. Et également, pour un type de problème computationnel, on peut avoir différentes stratégies algorithmiques pour y répondre, en fonction en partie du niveau d'implémentation qui sera choisi ou qui se présentera sous une forme de contrainte. Donc voilà qui énonce en particulier cette dimension algorithmique des processus qui, comme on va le voir aujourd'hui, sera important. Et donc, j'aimerais commencer donc par l'énoncé de ce paradoxe qui est qu'au cours du développement, ici on voit je ne sais pas si c'est une souris ou un homme, enfin ça ressemble beaucoup, mais en tout cas une première cellule fécondée, jusqu'à un embryon qui comprend plusieurs millions de cellules. Il est évident que la complexité de ces systèmes croît. Et néanmoins, d'un certain point de vue de la théorie de l'information, celle-ci ne peut pas croître. Et donc, il va falloir rendre compte de ce paradoxe et le surmonter. Alors, tout d'abord, je vais aborder la question de la complexité qui va nous occuper pendant une grande partie de ce cours, parce qu'on utilise ce mot complexité assez souvent, et je voulais faire un peu un tour d'une façon de définir cette complexité, de la quantifier. Et vous verrez que c'est assez complexe. J'ai essayé de mettre un certain ordre, parce qu'il existe plein de définitions, et retenu celles qui me paraissent les plus importantes pour le sujet de ce cours. Donc au début, il y aurait une approche assez phénoménologique de la complexité, puis une approche très ancrée dans la biologie, puis une approche plus quantifiée, en fait, de la complexité. Commençons par ce parcours phénoménologique. On voit ici, par exemple, le développement d'un oursin depuis la première cellule qui se divise. À un certain stade, on a une masse de cellules qui n'a pas véritablement de forme, de structure, c'est une masse compacte qui va former assez rapidement une cavité
Et à partir de là, il y a donc un intérieur et un extérieur, donc une structure topologique même différente de celle qu'elle avait au tout début. Et enfin, une forme plus complexe lorsque la larve émerge de cet œuf. Donc on voit déjà un croissement donc, de nombre de cellules. La forme de cellules également se diversifie. Le nombre de tissus, même qu'on va voir plus tard, augmente. La forme de ces tissus également se développe. Enfin, même dans certains cas, des organes particuliers se développent. Ça, c'est ce qui concerne, on va dire, l'organisation propre de ces systèmes. Mais il y a également ce qu'on peut appeler la complexité de l'état du système en tant que défini par des vecteurs d'expression de gènes, qui sont de plusieurs dizaines de milliers de dimensions, les types cellulaires qui en émergent et les interactions entre ces gènes et même entre ces cellules qui permettent d'accéder à un niveau de complexité que la simple microscopie ne permet pas de déterminer au regard de la forme, du nombre des cellules. Donc il y a ces deux types de complexité. Donc voyons, donc ici on a même un film que j'ai choisi de vous présenter d'un embryon d'oursin où on voit cette cellule qui va se diviser selon une chorégraphie extrêmement précise. Et en dépit donc de cet ordre apparent qui se manifeste dans cet embryon, on voit bien que les divisions ne sont pas du tout aléatoires, il y a donc un ordre sous-jacent. Néanmoins, le nombre de cellules augmente et assez rapidement, on perd même de vue. Vous pouvez vous asseoir plus avant, ceux qui arrivent, ou même faire le tour. Voilà. Il y a le nombre de cellules se croît considérablement jusqu'à un stade où on ne peut même plus les dénombrer. Voilà. Alors, tous les embryons, en fait, nous y compris, nous provenons de ce système d'accroissement du nombre de cellules. Au début, on fait plus de cellules, puis après, on les structure dans l'espace. Alors, je vais vous montrer différents exemples pour se présenter cela avec quelques chiffres. Le système de Caenorhabditis elegans, nématode, en fait, est un cas où on a en gros un millier de cellules. Ça correspond grosso modo à une dixième de division cellulaire. Et ici, on a l'arbre, le lignage cellulaire, comme on l'appelle, de C. elegans, qui est très stéréotypé et qui permet, donc qui présente une cohérence, un ordre sous-jacent, mais dans lequel on voit rapidement qu'à ce stade-là, par exemple, lorsqu'on en atteint le dixième niveau de division cellulaire consécutive, eh bien, il y a une complexité même dans l'arrangement et le nombre de ces cellules. Et du reste, juste en passant, il existe des parasites de vers beaucoup plus grands que cela, de quelques dizaines de centimètres, chez le cheval. Par exemple, j'en avais parlé lors de la croissance cellulaire, qui ont exactement le même nombre de cellules que C. elegans. Simplement, c'est la croissance isométrique de ces cellules. Les cellules de l'intestin sont grandes comme un ver de Caenorhabditis elegans. Donc la complexité, elle a été développée à un certain stade chez les nématodes, puis après on fait de la croissance isométrique, mais sans accroissement du nombre de cellules, pour simplifier, ce qui est assez remarquable. Mais bien sûr, d'autres organismes sont capables d'avoir des nombres de cellules plus importants. Ici, on a un urochordé, une acidie, qui se développe selon un processus de clivage embryonnaire assez classique et qui donne naissance à une larve. On a du mal à reconnaître ici en fait la notochorde, qui est une structure qui nous apparente à eux en vérité. Et ici, on a à peu près 2000 cellules dans un lignage qui aussi comprend 10, 11 différentes divisions cellulaires dans ce lignage. Passons à des organismes qui ont un plus grand nombre de cellules dans le stade embryonnaire, à savoir ici un insecte, la drosophile, où il y a quelques milliers de cellules. On voit ici les différentes étapes en image, une cellule qui se divise par 2, puis par 4, donc croissance exponentielle des simples noyaux qui migrent en périphérie, se retrouvent à la surface. Et ici, vous avez un film qui vous montre en fait les vagues de division cellulaire, division nucléaire de ces cellules. Voilà. Donc on forme assez rapidement un embryon, en 2 heures à peu près, on forme un embryon qui a quelques milliers de cellules et qui va former le substrat à partir de laquelle la forme et les fonctions de toute cette diversité d'états cellulaires va se manifester. Passons maintenant au domaine de la forme, mais pas simplement du nombre des cellules. Ici, un cas assez simple, des cellules qui ont une géométrie qui est assez simple, parce qu'elle se prête à une caractérisation géométrique, même en regardant simplement la surface apicale. On voit ici comme un pavage de cellules polygonales, et ces cellules en fait forment des prismes, parce que ce sont des colonnes avec cette section géométrique. Et ces cellules sont cohésives, et non seulement la forme est assez simple, mais également les trajectoires de ces cellules sont assez corrélées les unes avec les autres, ce qui donne naissance à quelque chose d'assez ordonné. Une complexité serait plus importante lorsque l'on regarde un embryon de vertébrés, comme ici dans le mésenchyme présomitique d'un embryon de poulet, où on voit des cellules, ici simplement marquées par leur noyau. On verra tout à l'heure leur forme, qui ont des dynamiques, semble-t-il, assez aléatoires. On peut même montrer que dans le référentiel du substrat où ces cellules bougent, il s'agit effectivement d'un comportement purement diffusif. Et si on regarde la forme de ces cellules, on voit que ce sont des formes beaucoup plus complexes que celles que je vous ai présentées avant.
avec des extensions, des protrusions des cellules qui ont un caractère motile. Et puis on peut prendre aussi d'autres structures comme ici le mésenchyme d'un gastroïloïde, donc de ma collègue Champ-Lily à Marseille, et qui montre en fait des trajectoires, semble-t-il, tout à fait décorrélées les unes des autres, en première approximation, et dans cette partie-là en particulier, on voit apparemment un mouvement embryonien. Donc on voit une grande complexité, non seulement de noms, mais également de formes et de trajectoires, de dynamique de ces cellules. Alors prenons un exemple encore plus frappant de complexité, qui va être le système nerveux. On a ici, dans cette image, donc des neurones avec des formes très complexes, un grand nombre de cellules. J'ai même voulu vous présenter un seul neurone, issu directement de mon laboratoire. On parlera plus tard d'arbres. C'est le travail d'une collaboration de biologistes et d'un quelqu'un qui est de formation mathématique appliquée informatique, dont je parlerai tout à l'heure, et qui donc, ont pu imager et caractériser la dynamique de ces neurones. Vous voyez ici un film qui vous montre les arborisations dendritiques de ces neurones. C'est une structure qui a une dynamique propre, stochastique, avec croissance, décroissance, branchement, etc., suivant des règles que l'on arrive à extraire. Les couleurs, en fait, représentent les phases de croissance ou décroissance de ces branches ou leur phase stationnaire. C'est un peu comme un réseau branché de microtubules, sauf qu'il s'agit en fait d'une cellule entière. Donc ça, c'est simplement pour vous montrer cette complexité qui va jusqu'à celle des neurones, mais on verra plus tard qu'on peut même extraire derrière cette complexité quelque chose d'apparemment simple. Alors, continuons à parcourir cette complexité en passant du niveau cellulaire au niveau tissulaire. Comme vous le savez, il y a chez les organismes un ensemble de caractéristiques tissulaires qui émergent progressivement. Nous avons trois grands types de tissus qu'on appelle l'ectoderme, ou ces dérivés qui forment la peau, le système nerveux, le mésoderme qui forme les muscles, les structures squelettiques, pour simplifier, et puis l'endoderme, tous les aspects organes internes, intestins, etc. Donc nous sommes donc des organismes à trois types de tissus qui se séparent les uns des autres très tôt au cours du développement. D'autres organismes en ont deux. Et ici, l'oursin, comme nous, a trois tissus embryonnaires. Au tout début, les cellules ont un état de cellules souches, elles sont toutes identiques. Puis progressivement, on voit donc se caractériser donc, ces identités cellulaires qui correspondent à des identités de tissus, comme je l'ai dit, ectoderme, mésoderme, endoderme. Et plus tard, même dans chacun de ces tissus, on a une spécification, une spécialisation cellulaire qui croît, et on entend voir une caractérisation plus tard. Et donc on voit comme, en même temps que le nombre de cellules croît, une diversification des états cellulaires se mettre en place. Alors ici, on voit donc ces différents tissus. Si on prend une section d'un embryon drosophile, on voit la partie ventrale, les cellules ici dessinées en verte vont se retrouver internalisées. Elles vont former le précurseur, notamment du tissu cardiaque chez la drosophile et des muscles. Et donc ces cellules vertes se retrouvent à l'intérieur, et l'on voit ici la dynamique de ce tissu se manifester ainsi que sa forme. Et vous pouvez voir ici le processus vu par microscopie, où l'on peut suivre donc, la position des noyaux, et vous pouvez voir dans la partie notamment ventrale, ici, comme un sillon qui correspond en fait de cellules qui vont s'invaginer. On va le revoir lorsque le film boucle. Voilà, les cellules, ça va assez vite, les cellules rentrent à l'intérieur, puis après, une déformation de l'ensemble. Donc, en l'espace de quelques minutes, on arrive à former différents tissus qui ont des identités et des formes différentes. Alors, pour montrer encore quelque chose de plus remarquable en termes de forme tissulaire, ici, on peut voir la formation des somites chez l'embryon de poisson zèbre, où on voit, dès lors qu'un grand nombre de cellules s'est produite, il y en a quelques dizaines de milliers, centaines de milliers même, on voit ici donc le précurseur de la tête. J'espère ne pas me tromper, oui, c'est bien ça. Et oui, c'est bien ça. Et ici, les différentes somites qui correspondent aux structures segmentées, futures, en fait, structures notamment squelettiques de l'embryon. Mais voilà, pour cet inventaire très rapide, la phénoménologie de la diversité, de la complexification, on va dire morphologique d'un embryon. Mais passons maintenant à ce qui se passe dans une cellule, auquel on peut accéder par la caractérisation de ces états d'expression génique. Donc, en moyenne, on va dire qu'un organisme va avoir, allez, 20 000 gènes, c'est une approximation. Il n'y a pas d'ailleurs de corrélation stricte entre complexité et nombre de gènes, mais en tout cas, il y a à peu près 20 000 gènes, on va dire, et donc chaque cellule peut être représentée comme un vecteur dans cet espace en très grande dimension. Et on peut voir ici, de façon très esthétique, en fait, la diversité des états d'expression de ces gènes, en prenant l'exemple de l'embryon drosophile, dans lequel on voit ces patrons d'expression, ces motifs d'expression spatiaux différents. Donc il y a une diversité dans les domaines d'expression de ces gènes. Et pour prendre un exemple classique de segmentation dont j'ai souvent parlé,
on voit ici différents gènes qui sont exprimés le long de l'axe antéro-postérieur, les gènes maternels, GAP, puis PERUL, et puis enfin ici le long de l'axe dorso-ventral, on voit ici maintenant des lignes d'expression orthogonales à celles qui définissent l'axe antéro-postérieur, dans des territoires très très bien définis. Donc on voit que chaque cellule, dans cette région-là, par exemple, va combiner l'expression de certains gènes, ici représentés par leur couleur, et d'autres selon l'axe perpendiculaire. Il y a une dynamique, il y a une complexité non seulement dans les motifs spatiaux d'expression de ces gènes, mais également dans la dynamique temporelle de ces gènes, que l'on peut voir ici manifestée par une étude, alors à vrai dire assez ancienne de notre part. Il y a une vingtaine d'années, on avait utilisé à l'époque les premières puces ADN pour caractériser le profil d'expression de certains gènes qui, dans cette phase où le tissu se forme, et que je vous ai montré tout à l'heure, où les 6000 cellules apparaissent, on voit apparaître un pic d'expression de certains gènes, d'autres avec une dynamique plus longue, représentée de façon qualitative par ce pic en bleu d'à peu près 600 gènes, d'autres qui sont exprimés selon ce patron, etc. Donc il y a une véritable dynamique temporelle d'expression de gènes très diverses et qui reflète les réseaux d'expression génique sous-jacents. Alors maintenant, on peut faire des analyses beaucoup plus détaillées de ce genre d'expression en étant non seulement complet du point de vue de l'expression génique, avec une résolution cellulaire, mais également en pouvant en extraire par des moyens informatiques en fait, ou d'inférence en fait, de la dynamique propre des états cellulaires. Alors ici, dans le poisson zèbre dont je vous ai parlé tout à l'heure, on peut, donc c'est une étude de Loïc Royer et de ses collègues à San Francisco qui a pu montrer, donc a plutôt caractérisé donc, à différents stades du développement, les premières heures du développement de zebrafish, puis les jours qui suivent le développement de la larve, extrait les cellules, analysé par RNA-seq à l'échelle cellulaire tout le transcriptome de ces embryons. Et puis, alors on est dans un espace en très très grande dimension, de quelques dizaines de milliers de dimensions, d'expression de toutes ces cellules. Et on peut utiliser des techniques de réduction de dimensionnalité qui sont des approximations et des projections de ces données en ici 2 dimensions, où on peut voir ici représenté avec un code de couleur qui représente l'évolution dans le temps de l'embryogénèse, les différentes proximités, on va dire, d'expression génique et donc de différents on va voir types cellulaires qu'on va maintenant représenter ici. C'est-à-dire que sur cette cartographie en basse dimension, on peut faire apparaître en fait les types cellulaires, les grands types cellulaires, avec un certain degré de cross-graining, des identités cellulaires qu'on peut voir ici avec un autre code de couleur. Par exemple, ici, en bleu, c'est le système nerveux. Ici, on a différentes structures du mésoderme avec leurs différentes entités. Donc ici, on peut le cartographier par, on a identifié donc, des clusters d'expression de gènes. Et puis, on peut aller plus loin. On peut même utiliser des méthodes où l'on peut regarder l'évolution en tout cas, les transcrits qui sont d'abord non splicés puis splicés, donc qui permet par l'épissage d'arriver à mesurer ce qui pourrait être l'évolution dans la transcription des gènes et donc l'évolution entre les différentes dynamiques. Et donc ces vecteurs représentent des dynamiques inférées à partir de l'étude plus fine du transcriptome lorsque l'on regarde la variation entre structures épicées et non épicées. Et l'on peut voir ici donc, comme des courants qui permettent de voir la dynamique, donc l'évolution temporelle de l'expression et des états cellulaires dans cette représentation ici en basse dimension. Et on peut même, in fine, à partir de là, inférer des graphes de transition d'état cellulaire, où l'on voit ici toute la spécificité des différents types cellulaires, avec des flèches qui, d'une façon quantitative, permettent de quantifier la vitesse de transition, comme la vitesse de transition, ainsi que le nombre de cellules représentées dans ces différents graphes. Donc, le but n'est pas de rentrer dans les détails de cette étude, mais simplement de vous montrer comment on peut maintenant quantifier de façon assez précise l'évolution temporelle de la complexification ou l'accroissement de complexité des états cellulaires dans un embryon de vertébré comme un poisson zèbre. Alors ces approches sont utilisées maintenant un peu partout, mais ici voilà un bon exemple d'une étude assez rigoureuse. Alors, dans ces gènes que l'on peut étudier, dont on peut étudier l'expression, forment aussi des réseaux qui sont bien connus. Et je voulais simplement vous donner rapidement l'exemple on peut voir cet accroissement de complexité lorsqu'on étudie un réseau très bien connu, comme le réseau de segmentation de l'embryon de drosophile, qui a été étudié pendant des décennies. Et si l'on étudie la première étape, en fait, on a 3 gènes maternels qui interagissent selon des relations de répression assez simples. Dès lors qu'on en arrive à l'étude des gènes cibles directs de ces gènes maternels, on a 4 gènes GAP dans la partie du tronc, dans cette partie centrale de l'embryon.
Et les interactions sont beaucoup plus grandes, ainsi que le nombre de gènes, qui est avec un gène de plus et des interactions beaucoup plus grandes, on voit bien qu'on a une complexité du réseau qui est beaucoup plus grande. Et enfin, si on arrive au niveau des gènes pair rule, seuls 4 parmi les 7, même 8 qui existent, sont représentés. Et déjà, en fait, on voit bien que l'augmentation des réseaux des interactions d'activation en bleu et de répression en rouge croît de façon considérable. Donc on voit ici, par cette représentation même simplifiée, on voit bien que l'augmentation du nombre de gènes impliqués dans un processus et les interactions d'activation et de répression donnent naissance à des réseaux d'interaction de plus en plus complexes. Alors, et ici, des études de Eric Davidson chez l'oursin qui montraient comment on peut maintenant, pour caractériser la spécification proprement dite de l'endoderme et du mésoderme, on accède à des réseaux d'interaction encore plus compliqués. Alors, comme on le reverra plus tard dans les 2 cours qui suivent, il est possible d'accéder à une représentation simplifiée, beaucoup plus intuitive, logique et dynamique de ces réseaux. Donc à ce stade, j'expose cette complexité, non pas pour vous rendre simplement perplexe, mais vous pouvez annoncer que, oui, la complexité accroît, mais en même temps dire qu'il y a moyen en fait, de déchiffrer, de regarder ces interactions qui permet d'accéder à une certaine simplicité. Ça sera l'objectif des 2 prochains cours. Donc je laisse ça en suspens à ce stade. Contentons-nous donc de constater, comme je vais faire rapidement, qu'au regard de l'organisation de ces systèmes de l'échelle cellulaire, à l'échelle des tissus, à l'échelle des organes et de l'embryon dans son entier, ou en ce qui concerne l'état chimique, génétique des cellules, il y a un accroissement très très clair de complexité au cours du développement embryonnaire. Alors, à ce stade, on pourrait se demander, et l'on doit se demander, comment peut-on mesurer cette complexité ? Et là, on va voir qu'en le faisant, on va devoir clarifier un certain nombre de choses et peut-être avoir un regard différent sur des choses qui nous paraissent complexes, peut-être en préambule je peux dire ça, des choses qui nous paraissent très complexes du point de vue de simple analyse descriptive, statistique, en fait, admettent une explication en termes de complexité qui est beaucoup plus simple. Et inversement, des choses qui nous paraissent très simples, en vérité, procèdent d'un processus extrêmement complexe. Donc voilà, donc c'est un peu un préambule à ce que je vais essayer d'exposer. Alors je vais utiliser un certain nombre de métaphores, parce que d'abord la théorie de la complexité a émergé pour les études qui n'avaient rien à voir avec la biologie initialement, mais plutôt même pour les suites de nombres, Kolmogorov ou d'autres personnes, et donc je vais utiliser un certain nombre de métaphores de ce style-là, parce que c'est très utile pour essayer de comprendre la complexité. Alors, ici, j'ai représenté des séquences de nombres qui sont dans un cas les 2 extrêmes, une séquence totalement uniforme de 1, de 0 de 1, et ici une distribution aléatoire que ChatGPT m'a fournie, que je ne vais pas les vérifier, mais enfin donc elle est vraiment proche d'aléatoire. Et à droite, on a ici des séquences nucléotidiques, qui va donc être son équivalent pour des choses qui sont très biologiques, une séquence poly-A, tout à fait uniforme, et ici une séquence, alors pas aléatoire, elle pourrait nous sembler aléatoire, mais elle est extraite en fait des premiers acides aminés de la séquence codante de bicoïde, qui est ce gène maternel dont je parle souvent. On peut prendre aussi des kanji. Les kanji, pour quelqu'un qui ne les connaît pas, ça semble, alors pas tout à fait un assemblage aléatoire de bâtons, mais disons que c'est assez compliqué. Et alors ici, c'est un kanji peut-être le plus complexe que j'ai cherché sur Internet. Je ne crois pas en fait qu'il soit beaucoup utilisé, c'est plus une construction, mais en tout cas, il en a beaucoup. Et indépendamment même de l'ordre sous-jacent de structures répétées, on voit bien que c'est beaucoup plus compliqué à décrire et à exécuter que cette chose beaucoup plus simple que l'on voit à gauche. Et enfin, ces neurones que nous étudions dans notre laboratoire, on peut caractériser dans les neurones qui sont sous l'épiderme de la drosophile, aux stades embryonnaires, larvaires et à tous les stades, des neurones dendritiques qui sont mécanosenseurs, qui ont des complexités apparentes différentes. Notamment, ce neurone de classe 1, c'est ainsi qu'on l'appelle, a à peu près une vingtaine de branches, alors que ce neurone de classe 4, qui est plus grand, a aussi à peu près une centaine de branches. Donc il est évident que dessiner ce neurone est plus complexe que celui-ci, parce qu'il a plus de branches, donc il y a une complexité apparente qui est plus grande à droite qu'à gauche. Alors l'intuition concernant... d'abord, je vais parler de ce qui est caractérisé comme la complexité descriptive d'un système. La complexité descriptive, en fait, répond à la question... peut-on accéder à une description concise qui permet de récapituler la structure ou alors ça peut être une séquence de chiffres, comme ça peut être un neurone, ou une arborescence, ou n'importe quelle forme. Alors, l'intuition que l'on a, c'est que la complexité doit être faible pour une structure parfaitement ordonnée, ou complètement uniforme, et maximale pour une structure totalement aléatoire. Parce que là, derrière, générer une structure aléatoire, ce n'est pas tout à fait simple.
Et donc, on imagine aussi que la complexité biologique est quelque part entre les deux, entre cette répétition uniforme d'une séquence et quelque chose qui serait totalement aléatoire. Donc, voilà l'intuition de départ. Donc, il y a quelque chose qui a été appelé d'abord initialement par Kolmogorov, donc la complexité de Kolmogorov, qui a été réappelé plus tard, mais qui correspond exactement à la même chose, au contenu d'informations algorithmiques. Et je renvoie pour ceux qui sont intéressés à la lecture de cet article qui, pour moi, a été très éclairant sur un certain nombre de choses, qui a beaucoup de dimensions différentes, mais qui, en particulier, permet de parler d'informations algorithmiques, qui est le point important. C'est-à-dire que la dimension algorithmique dont j'ai parlé dans le cours précédent, on va voir qu'il y a en elle un contenu informatif. Alors, cette information algorithmique, c'est comme ça que je vais l'appeler plutôt que de complexité de Kolmogorov, décrit en fait le programme le plus court exécuté par une machine de Turing qui génère cette séquence qu'on va l'appeler S en un temps fini. D'accord ? Quelle est la description la plus compacte en termes d'algorithme qui le génère ? Alors, par exemple, ici, je vous présente deux séquences de 0 et de 1 qui ont l'air tout à fait identiques parce que globalement aléatoires. Alors, à gauche, elle est vraiment aléatoire, alors qu'à droite, alors j'ai fait exprès, j'ai triché, j'ai représenté en binaire les premières décimales de pi. Et donc, ici, la complexité de Kolmogorov ou l'information algorithmique va être très grande, parce qu'en fait, il n'y a pas d'algorithme simple qui le génère. Alors qu'à droite, la complexité de Kolmogorov va être faible, parce qu'on peut trouver des algorithmes qui s'écrivent de façon très très compacte, comme une série convergente de Leibniz, qui va en fait générer pi. Donc on peut trouver des algorithmes très simples qui génèrent des structures apparemment très complexes. Et donc c'est déjà important parce qu'on voit que des choses qui ont l'air très complexes à voir, comme les suites de pi, des décimales de pi, en fait procèdent d'un algorithme simple. Alors, un point important à ce stade-là, c'est que, et c'est d'ailleurs souvent une critique qui a été formulée pour la complexité de Kolmogorov ou cette information algorithmique, c'est qu'elle n'est pas calculable. En fait, c'est un bel outil mathématique théorique, mais on ne peut pas le calculer. Néanmoins, et c'est une chose qu'énonce Murray-Gell-Mann dans cet article avec Seth Lloyd, c'est en fait qu'on peut l'approximer de façon assez intéressante en considérant que cette information algorithmique, c'est la compression sans perte c'est la limite théorique de la compression sans perte des données. Donc en fait, on peut l'approcher, on peut l'approximer sous l'angle de la compression d'une séquence. Alors, si l'on considère donc une séquence comprimée C de S, c'est une bonne approximation de cette complexité algorithmique. Alors, par exemple, pour quelque chose que l'on sait naturellement comme une séquence génomique, eh bien, ça a pu être utilisé par exemple, pour reconstruire des arbres, pour mesurer des distances entre des séquences. Donc ça, pour ceux qui sont intéressés, je le mentionne, c'est une petite parenthèse. En prenant donc une séquence d'ADN dans une espèce X ou une autre séquence d'ADN dans une espèce Y, on peut aussi concaténer les deux séquences et mesurer donc là, X, ça va être la taille comprimée du fichier X, et pareil pour Y. On peut le faire en concaténant ces deux séquences, et on peut maintenant mesurer une distance, qui est calculée comme cette différence entre la complexité de XY concaténé moins la valeur minimale de CX et Y sur la valeur maximale. On voit bien que ça varie entre presque 0 et 1, suivant le degré de dissemblance entre les séquences X et Y. Alors là, c'est utilisé pour des cas de séquences génomiques, mais on pourrait tout à fait l'utiliser dans les cas plus généraux, dès lors que l'on peut linéariser une structure plus ou moins complexe sous forme d'une séquence. Et j'en donnais un exemple tout à l'heure, qui permettrait de regarder donc, le degré de dissemblance ou de proximité entre des séquences. Mais le point important, c'est que donc, si l'on peut représenter une structure spatiale, par exemple issue du développement sous forme d'une séquence linéaire, alors on peut à partir de là, ça pourrait même être un tableau, on peut toujours le compresser d'une façon ou d'une autre et approximer ainsi sa complexité algorithmique sous-jacente. Alors je vais donner l'exemple, et donc ça c'est un petit exercice qui a été fait avec mon étudiant Marc-Éric Perrin, qui travaille donc sur ces vrais neurones, et qui s'est intéressé à leur complexité sous l'angle en utilisant les données. Donc c'est une approche issue de données où on étudie ces neurones, on extrait les caractéristiques dynamiques de leur branchement et de leur dynamique stochastique, et à partir de là aussi faire des simulations pour explorer comment on peut régénérer en fait les véritables neurones, en tout cas par rapport en utilisant ces simulations. Alors ici, on a voulu en fait simplement tester l'idée, c'est lui qui a fait ce petit travail que je vais vous présenter rapidement, parce qu'il permet de façon très pédagogique d'illustrer ce que je voulais dire. On va dire qu'un arbre,
donc qui pourrait être un des neurones qui l'utilise, peut se représenter selon un algorithme qui est représenté par une suite en fait, de nombres qui vont caractériser à chaque nœud le degré d'asymétrie que l'on veut induire dans l'arbre. Donc, c'est des chiffres entre 0 et 9. 0 correspondra à un état parfaitement symétrique de décision au niveau d'un nœud, et 9 maximalement asymétrique. Et donc ici, il a encodé ou généré l'arbre, qu'on appelle l'arbre pi, parce qu'il correspond en fait à la séquence, alors on peut prendre plus ou moins de décimales, hein, ça s'appelle plus ou moins long, de 3 et des décimales de pi. Alors, expliquons l'algorithme. L'algorithme procède de la façon suivante. On a une séquence Sn, x0 à xn, par exemple ces décimales de pi, plus ou moins longue, d'accord, qui va encoder un arbre ou un neurone, d'accord. À chaque nœud i, on calcule un nombre ai qui correspond à la valeur que l'on considère, par exemple x0, divisé par 9, d'accord. Et après, on va séparer à droite et à gauche de ce nœud, d'accord, deux séquences différentes. On va calculer d'abord ces deux nombres, 1 plus ai sur 2 multiplié par n, qui est le nombre de nœuds, et 1 moins ai divisé par 2 fois n. Alors on voit bien que si x est égal à 0, c'est-à-dire que c'est parfaitement symétrique, alors ces deux valeurs à gauche et à droite sont égales, et c'est égal à n sur 2. Et donc on va distribuer les nœuds sous-jacents dans les sous-arbres qui vont être de même dimension, vu qu'ils vont avoir n sur 2 nœuds. Donc ça va être un arbre parfaitement... Une décision symétrique émerge de ça. Si à l'inverse on prend x égale 9, à ce moment-là, on va avoir dans un cas la valeur n pour le nombre de nœuds dans le sous-arbre et 0 à gauche. Donc on va avoir une structure maximalement asymétrique. Donc c'est une règle assez simple qui permet de distribuer le nombre de nœuds à chaque décision en sous-arbres de taille plus ou moins symétrique. Et on distribue donc, on reconstitue ainsi à chaque étape deux nouvelles séquences. Une séquence qui va correspondre en fait à la distribution des tout premiers chiffres jusqu'à cette valeur-là, puis à gauche les autres. Et donc, de proche en proche et de façon itérative, on construit un arbre comme celui-ci. Vous voyez ici les décimales de pi, 3, 1, 4, 5, 8, 2, etc. Et donc, c'est simplement pour montrer qu'une structure qui pourrait être nos neurones, en fait, peut théoriquement se décrire comme une série de nombres qui caractérisent donc l'asymétrie à chaque décision, à chaque branche, ainsi qu'un petit algorithme qui le décrit. Alors, à partir de là, on peut même directement s'intéresser à des neurones. Et vous voyez ici, je vous ai représenté à dessin un neurone qui nous semble très simple, parce qu'il a peu de branches, et un neurone beaucoup plus complexe à droite. Alors on pourrait, et je ne vous donne pas la recette sous-jacente tout de suite, effectivement générer des arbres qui vont être globalement assez simples à gauche, avec moins de branches, et beaucoup plus complexes à droite. En vérité, si maintenant je vous montre, selon l'algorithme que je vous ai présenté, comment ces arbres ont été construits, on va voir qu'en fait, il y a une petite surprise. Ici, on a répété donc, la simple séquence, hein, c'est deux nombres, c'est 1 et 6, répétés 200 fois. C'est globalement, et vous voyez cette forme qui génère. Donc, on voit qu'on a une structure qui a l'air très complexe, qui génère d'un algorithme extrêmement simple. À l'inverse, à gauche, on répète simplement 2 fois une séquence beaucoup plus longue. Et ce qui permet de générer des structures beaucoup plus asymétriques. Et donc, on voit bien que l'apparente simplicité descriptive d'un neurone n'est pas forcément corrélée à une simplicité de l'algorithme qui le génère. C'était la valeur pédagogique de tout cet exercice, c'est de vous montrer qu'on ne peut pas corréler la complexité apparente sans s'intéresser à l'algorithme qui génère la structure. Voilà, c'était le but de ce que je vais vous dire. Et donc ici, on va voir que on pourra dire que donc la complexité algorithmique, l'information algorithmique va être grande, beaucoup plus grande que celle-ci. À algorithme égal, les séquences ne sont pas les mêmes. Et on peut même calculer la valeur du fichier comprimé. Ici, il s'agissait des décimales de pi, des 399 premières décimales. On voit ici l'arbre, alors que ici, donc le fichier comprimé, c'est 191, alors qu'ici, à droite, on répète 400 fois, en fait, une séquence tout à fait uniforme. Et donc, le fichier, dans sa complexité, est de fait beaucoup plus court. Voilà, donc voilà qui permet d'introduire ici que la complexité apparente, celle que je vous ai exposée d'ailleurs au début en termes de son approche phénoménologique, n'est pas forcément corrélée à une complexité algorithmique qu'on appelle la complexité descriptive, qui correspond aussi à cette complexité de Kolmogorov. Et donc ça permet d'avoir une emphase sur
ces structures algorithmiques sous-jacentes des choses, qui était le point que j'ai énoncé la dernière fois. Maintenant, on l'analyse d'un point de vue d'une information algorithmique. C'est comme ça que, d'un contenu d'information algorithmique, c'est ainsi que Murray-Gell-Mann, dans son article, le présente avec Lloyd. Alors, on va dire, et d'ailleurs pour pi, c'est un exemple frappant, il y a des algorithmes très simples qui permettent de générer pi. Je parlais de la série de Leibniz, mais en fait, elle est extrêmement lente. Ça, pour calculer le millionième décimal, c'est simplement sans doute pas possible. Enfin, peut-être maintenant avec les ordinateurs. Mais, donc, il y a une autre approche de la complexité qui est quel est le temps concret pour générer un résultat. Et donc, pour générer la séquence à partir de sa description compacte dans l'algorithme qui le génère. Et donc, c'est ce qui est caractérisé par Charles Bennett comme la profondeur logique, logical depth. Donc, c'est le temps de calcul pour générer avec un algorithme particulier la séquence en question. Donc, par exemple, le neurone dont je vous ai parlé, c'est extrêmement rapide, c'est instantané, évidemment. Alors, une structure superficielle, d'accord, va correspondre aussi bien à une structure parfaitement ordonnée et également de façon un peu contre-intuitive, une structure aléatoire. Une structure aléatoire, on va le voir pourquoi, d'ailleurs c'est décrit ici. On va lire « It may at first seem surprising that random objects are shallow ». Donc ils sont superficiels du point de vue de cette profondeur logique. But a typical random output X typically cannot be produced at all by a small program. OK, ça on le sait. And so a print program containing a verbatim description of the desired output is fast running and near minimal size. Armed with this notion of depth, we can say that the system self-organizes if it produces with high probability increasing logical, deep local configurations in the course of its evolution, configurations that could not have been produced quickly by any other evolution with a simple initial condition and simple laws of motion. En fait, l'idée, c'est qu'il faut un certain temps pour produire une certaine complexité. Incidemment, c'était exactement le raisonnement de Lamarck, ce qui, dans le début du XIXe siècle, a conduit à faire l'hypothèse, la conjecture du transformisme. C'est que c'était dans un cadre physico-chimique où la complexité devait, c'est peut-être pas le mot qu'il utilisait, devait accroître progressivement et qu'il fallait un certain temps et que donc on ne pouvait pas former des structures complexes sauf sur un temps très long de leur évolution. Donc on voit à 2 siècles d'écart en fait une considération différente, tout à fait différente de ça. Mais ce n'est pas une idée complètement nouvelle. Voilà. Donc ce point est important parce qu'effectivement en biologie on sait que les choses prennent un certain temps et en particulier on a besoin d'hériter d'un certain type d'informations à chaque étape. Les organismes ne sont pas purement auto-organisés. À une époque où aujourd'hui tout le monde parle d'auto-organisation, à vrai dire, la possibilité de créer de la complexité au regard de l'évolution, et même dans un organisme, c'est parce qu'à chaque fois une information est héritée, on en avait parlé l'an dernier. Et d'ailleurs ici, quand il parle d'auto-organisation, on pourrait critiquer même cette affirmation, parce que là, en fait, ce qui est absolument critique, c'est le point d'hérédité. Enfin, le point est bien compris, c'est qu'il faut un certain temps pour générer des structures, et c'est une autre forme de complexité qui doit nous intéresser. Alors justement, donc voilà, donc à ce stade, retenons 2 points différents. Ce qu'on appelle la complexité descriptive qui renvoie à la concision de l'algorithme qui permet de générer ces structures, d'accord, donc qui focalise sur l'information algorithmique, et de l'autre, la complexité générative qui correspond en fait à la durée de calcul. Alors, dans le cas de systèmes biologiques, une description, il y a des descriptions algorithmiques très simples qui permettent de générer des structures complexes. Les instabilités de Turing, dont on avait parlé la dernière fois, est un très bon exemple de ces choses-là. L'algorithme sous-jacent peut se formuler mathématiquement de façon assez simple. On va revenir là-dessus. Néanmoins, il y a des processus biologiques qui prennent un très long temps, alors longtemps au regard de l'évolution, mais même du point de vue du développement embryonnaire. Et d'ailleurs, je voudrais ici poser une question. C'est-à-dire que si l'on compare le développement embryonnaire d'espèces très différentes, comme ici l'embryon drosophile, dans cette étape, et tout le cycle de développement, et puis la période du développement alors chez les xénopes ou chez la poule, on est dans des constantes de temps tout à fait différentes, alors même que les gènes, les protéines, la composition chimique de ces cellules est globalement très très proche. On a 10 jours de développement pour la souris, et 5 semaines chez l'homme, pour le développement embryonnaire, et quelques heures chez la drosophile. Donc, comment expliquer cette différence? Alors, on peut l'aborder du point de vue des aspects énergétiques du processus,
Mais peut-être une autre façon de regarder ça, c'est en fait la complexité de l'algorithme sous-jacent, ou des algorithmes enchevêtrés sous-jacents qui permettent en fait de générer des processus de décision étape par étape. Et peut-être d'ailleurs que les deux sont extrêmement corrélés l'un à l'autre. Donc c'est plus une question, mais c'est je pense que la question de la complexité, si on commence à regarder les choses d'un point de vue algorithmique, la question de la vitesse de calcul devient importante, et donc pour un système biologique, peut-être qu'il y a des processus qui ne peuvent pas être plus importants, plus rapides, pas simplement au regard des processus physico-chimiques, des lois de la physique qui régulent le temps, mais également au regard des processus décisionnels qui sont en jeu dans ces processus. Alors, à ce stade-là, on peut donc appréhender le développement comme procédant d'un ensemble d'algorithmes qui qui concernent deux grands types de problèmes, celui des décisions cellulaires, dont on reparlera dans les cours suivants, et celui de la dynamique proprement dite des cellules, donc qui génère la forme. Ici, les états cellulaires, leur complexité d'état, et ici la complexité de l'état structural de l'organisation de ces structures. Et donc, on voit ici que, alors que jusqu'à présent, j'avais parlé d'informations chimiques, informations mécaniques, informations structurelles, notamment c'était l'objet des cours l'an dernier. Maintenant, on voit bien qu'il y a une information importante à caractériser pour permettre de parler de complexité, qui est l'information algorithmique sous-jacente. Alors, ces algorithmes, déjà une petite clarification, souvent on présente l'ADN ou le génome comme étant l'endroit où tous les algorithmes vont se situer. On ne peut pas dire une chose pareille. Le génome contient des séquences de protéines, des séquences régulatrices, et donc il y a un certain propriétés du génome qui permettent aux algorithmes de se mettre en place dans la cellule, mais à vrai dire, les algorithmes procèdent de l'interaction complexe entre un génome et un ensemble d'états de la cellule qui est organisé avec ses organelles, avec ses propriétés structurelles, dynamiques elles-mêmes, et qui forment un tout. Et donc, on ne peut pas localiser l'algorithme comme on le ferait dans un ordinateur. C'est un système qui est totalement distribué, dans lequel même la séparation entre le hardware et le software n'a pas de sens, vu que tout est totalement enchevêtré. Ça, c'est très important, puis il y a souvent une confusion où on dit, pour simplifier, que en gros, le noyau, ça va être le software, et puis là où sont situés les softwares, et puis le reste, c'est en gros la structure qui y répond. Non, les deux sont intimement enchevêtrés. Donc quand je parle d'algorithme, d'information algorithmique, je ne sous-entends absolument pas qu'ils seraient situés au niveau du génome, mais au contraire, voilà, ils seront, c'est ça que j'ai souligné ici, algorithms in the whole cell, dans toute la cellule. D'accord ? À certains égards, on pourrait dire que le génome peut encoder certaines valeurs de paramètres de ces algorithmes, et même encore, les valeurs de ces paramètres, elles dépendent aussi des lois de la physique, qui ne sont pas dans le génome, qui sont présents dans le système. Donc c'est même en soi simpliste. Je voulais préciser ces choses-là pour ne pas tomber dans des raccourcis qui seraient, à mon sens, erronés. Alors, continuons dans cette idée de algorithmes simples qui génèrent des structures compliquées. Et parlons maintenant de façon... C'était important d'avoir des choses extrêmement rudimentaires, même dans l'histoire de cette théorie de la complexité, pour présenter comment maintenant aborder des questions de biologie et de développement. Alors ici, j'ai présenté des pigmentations de poissons qui sont très belles, mais qui sont très complexes, à vrai dire, à expliquer. Et comme on le sait, on peut les expliquer de façon assez simple. Ou alors des structures morphologiques, maintenant beaucoup plus complexes, comme ici les boucles dans l'intestin. Alors, voyons rapidement ces deux exemples. Alors, j'ai souvent parlé des instabilités de Turing, et ici, on peut présenter enfin les deux formalismes simples qui permettent de rendre compte de motifs pigmentés plus ou moins complexes. Celui d'auto-activation et d'inhibition à distance avec des diffusions différentes des espèces activatrices et inhibitrices, dans le cas le plus simple, énoncé par Turing, reformulé par Meinhardt dans le livre dont je vous ai parlé, The Algorithmic Beauty of Seashells. Il choisit le mot algorithmique. C'est dommage qu'il ne puisse pas être là. On aurait pu lui donner la parole, parce que je pense que c'est une vision qu'il a certainement défendue. Et deuxièmement, ce qu'il a aussi proposé, c'est-à-dire que dans le cas d'activation, d'auto-activation et de déplétion d'un substrat, à ce moment-là, on a des instabilités qui sont générées de façon tout à fait équivalente. Donc, le point important ici, c'est que des structures apparemment très complexes peuvent procéder en fait d'algorithmes énoncés par des lois mathématiques assez simples. Alors, il faut des ordinateurs pour les simuler très rapidement en raison des effets de la géométrie du système, mais néanmoins, c'est beaucoup plus simple que des choses comme celle-ci. J'ai choisi exprès cette présentation d'un extrait
je crois que c'était une News and Views de Michael Ackham en 1989, vous savez, à l'époque où on découvrait les gènes de segmentation chez la drosophile. Et ici, on va caractériser la tension entre explication simple et explication complexe. L'explication simple de Meinhardt, elle est, vous voyez ici, je lis. C'était un article qui essayait de rendre compte des bandes d'expression d'un gène comme event skip qu'on voit ici. Très simple, très beau. Comment l'expliquer? Periodicity might be generated in one of two ways. An elegant mechanism, on pourrait dire simple, favored by model builders. Bon, ça, c'est comme ça qu'on nommait qu'un biologiste pouvait parler en fait d'un mathématicien ou d'un quelqu'un qui construit des modèles. On peut s'interroger sur voilà, est-ce que c'est tout à fait élogieux? Would use an intrinsically periodic pattern generating system comprising the pair root genes and their products. This would only need to be triggered by local stimuli from the gap genes. En fait, il y a une reconnaissance de la simplicité de l'algorithme sous-jacent très clair. En revanche, ce que les biologistes ont découvert, alternatively, unique instructions could be generated by the gap genes, proteins, to define the position of each pair root stripe. Et c'est effectivement ce qui s'est produit, parce que cet article identifie que cette bande numéro 2, représentée ici, on peut identifier les séquences régulatrices qui, isolément, associées à un gène reporter, génèrent cette bande. Et donc, on a quelque chose qui est complètement distribué en petits modules qui vont construire localement une bande. Effectivement, c'est beaucoup plus complexe. La paramétrisation même de ce système est beaucoup plus grande. Et donc, ce n'est pas très élégant, mais c'est comme ça que l'évolution l'a fait. D'en tirer que l'évolution ne fonctionne que par ça, et en citant Jacob qui parle de tinkering, de bricolage, c'est une façon extrêmement courte, en fait, de parler, me semble, du développement. Et à certains égards, la communauté de biologie du développement, dont je fais partie, du reste, ou d'où je viens, a souvent en fait utilisé cet exemple pour dire finalement que les modèles en fait sont beaucoup trop simples. Cette vision simpliste du développement, cette vision simple du développement est simpliste. Ben moi, je défends une position tout à fait différente. Oui, il est vrai que certains processus dans l'évolution procèdent d'une construction extrêmement complexe, dont l'origine restera peut-être un mystère. Mais néanmoins, et même dans la logique d'expression de ces gap genes, de ces pair root genes, on peut dégager une logique formelle de répression mutuelle et symétrique. Je vois Denis Tefrik ici qui a beaucoup étudié ce processus. Il y a une logique sous-jacente qui peut s'extraire même de la complexité d'une telle construction. Donc, en tout cas, c'était ici pour faire une parenthèse, montrer comment cette tension entre modèle simple, modèle complexe a existé, et surtout pour défendre l'idée que même derrière des choses qui ont l'air complexes, il existe une logique sous-jacente. Et le réseau que j'ai représenté par fragments tout à l'heure, vous voyez des répressions mutuelles en rouge qui montraient en fait que l'espacement entre les bandes pour les gaps et après pour les pair root genes vient en fait de ce mécanisme de répression. Donc, il y a une logique sous-jacente. Passons à tout à fait autre chose, qui sont des structures morphologiques maintenant. Quand on regarde cette boucle de l'intestin de la souris, on pourrait se dire à quoi bon, comment expliquer une telle structure. Et ici, un travail dont j'avais parlé à l'époque, de Cliff Tabin et Mahadevan, qui explique en fait comment on peut expliquer ça par la théorie de flambage élastique de matériaux, où on considère deux structures, le mésentère, un feuillet, et un tube, qui sont couplés l'un à l'autre, et qui, ayant en fait des propriétés d'élasticité différentes, par frustration géométrique, génèrent, par minimisation de l'énergie, des structures qui, à l'équilibre, ont une conformation dont on peut prédire les propriétés géométriques. Ici, ces formules montrent en fait comment on peut caractériser l'énergie du système en termes de propriétés à la fois géométriques, les rayons de courbure, et également de modules élastiques pour la feuille ou pour le tube, etc. Donc, les gens intéressés pourront regarder cet article, mais en fait, il s'agit en fait d'une explication mécanique extrêmement simple dans laquelle on n'a pas à invoquer une paramétrisation génétique très complexe et qui permet d'expliquer l'émergence d'une structure complexe. Alors, pour revenir sur le thème de structure complexe qui procède d'algorithmes simples, il me semblait quand même important de au moins en fait, revenir sur l'historique en fait, de comment cela s'est aussi développé en parallèle. Parce que, comme vous le voyez souvent, je navigue entre des données biologiques et des données sur l'histoire en fait, des processus, notamment aspects mathématiques et informatiques, qui ont accompagné la compréhension de la complexité. Parce que cette théorie de la complexité, en fait, elle a plein de ramifications en physique, en biologie. Alors, je reviendrai dans la diapo suivante sur l'historique de ces automates cellulaires, mais les automates cellulaires, en fait, ont été développés dans les années 40 et après
comme des modèles discrets qui ont permis de modéliser l'émergence de structures complexes à partir de règles algorithmiques extrêmement simples. Et pour faire court, un automate cellulaire peut être défini par 4 composants. Une grille, alors ça peut être en une dimension ou en 2 dimensions, on en voit un exemple ici, une grille qui définit en fait différents composants dans un système. Ces états, d'accord, qui peuvent être définis soit par des nombres binaires 0, 1, soit par des couleurs, soit par je ne sais quelle autre façon. Des règles de proximité qui permettent de définir les lois d'évolution de ce système. On voit ici, par exemple, que les proximités de ce 0, 2 zéros vont générer un 1 après, etc. etc. Et puis, des règles donc la proximité dont je parlais, et puis des règles qui sont des règles déterministes ou des règles probabilistes qui vont définir la loi d'évolution de ce système représenté en 1 ou 2 dimensions. Alors, à l'origine, ça a été développé dans les années 40, début 50, par John von Neumann et Stanislav Ulav, je ne prononce pas bien les noms polonais, désolé, et qui a donc Los Alamos Laboratory. Et à l'époque, c'était pour l'un s'intéresser aux structures autoréplicatives d'automates cellulaires et pour l'autre, pour faire des calculs hydrodynamiques. Dans les années 70, le jeu de la vie a été donc développé par John Conway, donc un mathématicien à Cambridge, qui a développé en fait des règles d'automates cellulaires en 2 dimensions. Et enfin, en 1 dimension, Wolfram a développé une version encore plus simple qui permet de générer en fait des structures complexes à partir de règles extrêmement simples. Alors, j'ai parlé souvent de John von Neumann pour des raisons liées à comment il a conceptualisé notamment l'idée d'un automate cellulaire autoréplicatif, dont on avait parlé l'an dernier et que j'avais rappelé brièvement la semaine dernière. Le point important, c'est qu'à la suite de cet article qu'il avait publié en 1952, en 1966, il a écrit un assez gros livre en fait, qui rassemble ce qu'on veut dire une théorie de comment construire des automates autoreproductifs. Alors en fait, à vrai dire, ici, il construit un automate extrêmement compliqué, hein, avec 29 états, des règles assez complexes de transition. Mais le point important, c'est au moins l'ambition de ce projet, hein, qui est, comme il le dit, In this chapter, we will develop the first model that possesses the potentialities of logical and constructive universality and of self-reproduction. Donc, la machine de Turing universelle, c'est un outil mathématique qui pense la question de calculabilité universelle sur une machine, dont on avait parlé, qui s'intéresse à l'aspect construction. C'est-à-dire que non seulement il veut s'intéresser à l'université des aspects logiques, mais également à la constructibilité d'une machine. Est-ce qu'une machine peut construire une autre machine? Est-ce qu'on peut concevoir des machines qui construisent tous les autres types de machines possibles? Et en particulier parmi celles-ci, celles qui sont capables de se auto-reproduire. D'accord? Et même parmi elles, celles qui évoluent. Donc on voit ici une construction très algorithmique de ce que va être, on va dire, la vie, c'est-à-dire une machine ou une structure complexe qui va se reproduire et qui va évoluer. Alors on pourrait discuter, et je pense que ce serait tout à fait utile, que non, la vie ne se réduit pas en fait à sa reproduction, autoreproduction, à son évolution, mais c'est certainement 2 attributs essentiels d'un système vivant. Il y a plein d'autres propriétés, sa nature dissipative, hors d'équilibre, etc., etc. Néanmoins, encore une fois, comme tout le temps dans ce cours, j'utilise la métaphore de la machine, sans dire que c'est l'alpha et l'oméga de la façon de penser un système vivant. Alors, donc ça, c'était un peu le point de départ pour étudier l'ambition en fait, de von Neumann, dont tout ce que j'ai dit plus ou moins héritier de cette façon de penser les choses dès les années 50. Alors ici, on voit des règles d'automates cellulaires qui sont très très simples. Une cellule, on va voir comment ça se manifeste. Alors, on peut la représenter sur une grille comme des pixels noirs et blancs. Noir, ça va être 1, 0, ça va être blanc. Une cellule qui est entourée par des 0, 2, 1 va mourir. Une cellule qui a 0, qui n'a pas assez de voisins va mourir. Une cellule qui en a 2 ou 3 va rester en vie. Et une qui en a trop va mourir. Et une cellule morte va pouvoir ressusciter si jamais elle a 3 voisins vivants. Et donc, à partir des conditions initiales et de ces règles élémentaires, on peut voir apparaître des structures différentes. Vous avez certainement vu, mais je voulais quand même les rappeler. Ici, des structures stationnaires, c'est-à-dire qui n'évoluent absolument pas au cours du temps. D'autres qui vont être périodiques, très simples, comme celle-ci, ou beaucoup plus complexes.
Et enfin, des structures qui seront dynamiques, qui vont bouger. Et donc, on peut voir ici, donc c'est la grille qui bouge pour qu'elle soit immobile dans le référentiel de ma diapositive, mais donc on peut voir ici dans une animation. Voilà. Alors, pour ceux qui sont intéressés, voilà le site, et vous pouvez vous amuser, et notamment cette petite condition initiale qui génère presque une petite mouche qui s'envole. Mais en tout cas, tout cela peut être vu comme une curiosité. Mais je pense que c'est intéressant d'avoir bien en tête cet historique pour comprendre d'où je parle lorsque j'énonce en fait la dimension algorithmique pour penser le vivant. Il y a donc des précurseurs qui ont commencé à penser, et von Neumann en particulier, puis Conway. Et enfin Wolfram, qui en utilisant maintenant une représentation beaucoup plus simple, en une dimension, a pensé en fait à des règles d'évolution de configurations différentes. Alors on voit ici un exemple où en fait, alors comme il y a 3 cases pour définir en fait ces règles, il y a donc 8 motifs différents, d'accord ? Et on peut donc, en assignant, donc vous voyez que chacune de ces configurations, chacun de ces motifs, génère selon des règles définies, hein, donc ici la règle 30, 3 noirs vont donner un blanc, ce noir ici entouré par un noir et un blanc va être blanc, etc., etc. Et donc, va y avoir au total 2 puissance 8 règles, c'est-à-dire 256 règles différentes qui permettent de générer des structures différentes. Donc ici, vous pouvez voir l'animation, comment, en utilisant cette règle et en parcourant de gauche à droite, on va voir à partir de conditions initiales blanches, voir apparaître, condition initiale ici, l'état suivant. Donc ça, c'est l'état T0, là, c'est l'état T plus 0 plus 1. Voilà. Et donc, on peut voir donc, évoluer étape par étape l'évolution de ce système. Alors, il a classifié 4 grands types de structures qui sont les structures quiescentes, c'est-à-dire en fait qui ne bougent pas très intéressant. Les structures périodiques, donc ça c'est à peu près équivalent à ce que Conway avait vu dans son tableau en 2 dimensions, avec les règles uniques qu'il avait. Là, on a beaucoup plus de règles. Et pour certaines règles, on va avoir des comportements chaotiques. Et 4, les structures qui l'intéressent le plus, des structures complexes, qui ne seront ni chaotiques, ni uniformes ou périodiques. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails. Pour les curieux, vous pourrez voir sur Internet la diversité de ces structures. Mais il y en a une en particulier qui a intéressé les gens parce que c'est la règle 110, énoncée ici, qui génère des structures assez complexes qui ont la propriété ici d'être Turing complete, c'est-à-dire elle peut simuler n'importe quelle machine de Turing. Encore une fois, il s'agit ici simplement d'un historique qui va voir comment on peut générer des structures complexes à partir de règles simples. Mais parlons de la complexité biologique. Les structures biologiques sont complexes, mais il y a au moins 2 dimensions, 2 aspects que j'aimerais maintenant souligner. La première, c'est l'hétérogénéité des systèmes biologiques. Une cellule mammifère en moyenne a à peu près 10 milliards de protéines à tout moment. Et dedans, il y a malheureusement à peu près 10 000 protéines de types différents. Donc il y a une hétérogénéité très grande et qui fait que l'on ne peut pas faire un moyen-âge statistique simple de son contenu en protéines. Donc il faut, en fait, on est face à cette grande diversité de composants qui chacun peuvent agir les uns avec les autres. Et deuxièmement, un point qui est aussi complexe, mais qui est intéressant, c'est la séquentialité des processus. À savoir que toute nouvelle étape apporte un nouveau contexte pour que les mêmes molécules, on va dire, qui agissaient dans un certain contexte à un certain temps donné, vont se retrouver dans un état différent. Quand on étudie de façon physico-chimique un système, on a des conditions initiales, on a des lois d'évolution, donc on va dire on a un contenu et un algorithme, et comme on l'a vu dans l'exemple simple du jeu de la vie, on peut générer des choses qui vont évoluer. Mais ce qui se passe, c'est que la nouvelle configuration dans laquelle le système va aller va lui-même générer, selon l'apparition de nouvelles structures, on regarde même de l'hétérogénéité du système, qui va générer, en fait, les règles vont changer. On ne va pas être comme dans le cas dans le jeu de la vie où la règle est invariante dans une composition qui est définie de façon immuable. Ici, on a une évolution de l'état du système dans un système hétérogène qui va créer, en fait, même de nouvelles règles qui vont apparaître. Et cette mise à jour permanente du système dans sa composition, sa structure, et on va le développer maintenant, définit une séquentialité des étapes qui est une dimension importante de sa complexité. Mais néanmoins, et on le verra, c'est l'objectif de ces cours cette année, on voit que derrière cette complexité, on a des moyens d'accéder aux algorithmes sous-jacents, à une certaine lecture simplifiée de ces processus. Parce que sinon, on dit on abandonne, on a trop de protéines, on a trop de règles d'interaction, c'est fini. Pendant longtemps, les biologistes étaient contents d'identifier des nouveaux gènes, mais maintenant qu'ils les ont tous, on peut se dire on a perdu la partie. Et on ne va pas se dire
l'intelligence artificielle, les réseaux de neurones vont nous résoudre le problème. C'est nous qui voulons en fait les comprendre. Et donc, il ne faut pas abandonner à l'idée que ce sont nous qui pouvons, avec l'aide de l'intelligence artificielle, le cas échéant, accéder à cet aspect de dimension algorithmique logique de ces systèmes, et ultimement à leur comportement fonctionnel. Donc voilà qui nous permet d'arriver maintenant à un point important qui est tout cela était en fait une préparation pour s'intéresser à cette question, à ce paradoxe qui est celui du lien entre l'information, qui ne peut pas augmenter d'un certain égard au cours dans un système, on va le revoir, et puis le développement. Donc maintenant, j'ai besoin de revenir sur la théorie de l'information de Shannon et ses conséquences pour s'intéresser au développement. La question posée, c'est, et j'ai souvent posé la question à mes collègues, d'où qu'ils viennent, physique, biologie, informatique, voilà. Comment est-ce que vous comprenez que, en fait, qu'est-ce qu'il y a dans l'œuf ? Qu'est-ce qu'il y a dans l'œuf ? On sait ce qu'il y a d'un point de vue chimique. Est-ce qu'il y a toute l'information qui correspond à l'embryon futur ? Et si oui, laquelle ? Alors, vous voyez que déjà, on n'est pas doté de la même manière qu'avant, parce que maintenant, on ne parle pas simplement de l'information en termes de structure chimique, mécanique ou structurelle, on parle aussi d'une information, on va dire, algorithmique, qu'il faudrait définir, mais qui est présente aussi dans l'œuf. Et le point important, c'est que est-ce que l'augmentation de la complexité de l'embryon vient du fait qu'une nouvelle information serait entrée dans le système, et si oui, sous quelle forme ? Alors, on va voir qu'il n'y a pas de nouvelle information qui est entrée dans le système à certains égards, mais voilà. Alors, la théorie de l'information qui avait été un peu notre guide l'an dernier dans un certain nombre de cours, c'est la théorie de l'information de Shannon, qui est une théorie de la communication, à vrai dire, dont la structure fondamentale est montrée ici. On a un input, tout système qui peut se ramener à un input qui passe dans un canal bruité, générant un output qui décode ce message, peut s'analyser. C'est ce que Claude Shannon a proposé. Et j'avais illustré l'an dernier comment, en biologie, on peut utiliser ce paradigme pour étudier comment l'information est communiquée dans un système biologique. Alors, juste le rappel des choses importantes, pour en venir au point qui nous concernera. Donc, Shannon définit une entropie, qui est en fait la moyenne pondérée par la probabilité de moins log pi, qui est en fait le contenu informatif d'un système. L'idée initiale, c'est qu'un événement qui est certain d'apparaître, lorsqu'il va apparaître, je ne vais rien apprendre. Quelque chose qui est rare, qui va apparaître, va m'apprendre quelque chose. Donc on veut une grandeur, d'accord, qui soit positive et très grande lorsque l'événement est rare. Et donc le contenu informatif IC, c'est moins log de pi. Et après, on va prendre sa moyenne sur toutes les probabilités, et c'est ça, en fait, l'entropie de Shannon. D'accord ? Alors, cette entropie H est donc une mesure de l'incertitude ou de l'information cachée d'un système. Et on voit bien que H a la forme d'une entropie, effectivement, et que si l'on utilise la base 2 du logarithme, on va définir les bits. Et donc, on peut donc interpréter l'entropie de Shannon comme le nombre de questions à réponse binaire oui-non qui permet de complètement lever l'incertitude sur l'état du système. Par exemple, un embryon veut savoir s'il est situé à droite ou à tel endroit. Il va falloir le partitionner. À chaque fois, c'est une question binaire. Il est à gauche, il est à droite, etc. Et à la fin, on aura une certitude totale. Et on peut calculer le nombre de questions, donc le nombre de bits d'information nécessaires pour ce genre de choses, de l'ordre de 6 bits, si je me souviens bien. En tout cas, à partir de là, on peut définir le point important qui est tout d'un coup, j'ai un trou. L'information mutuelle, j'allais dire shared information, l'information mutuelle XY entre les variables X et Y. L'idée, c'est de savoir comment la mesure de X va nous informer, on va voir comment le dire. L'information de Shannon, l'information mutuelle correspond à la somme des entropies respectives de X et d'Y moins celle conjointe de X et de Y. De façon équivalente, on peut la noter comme l'entropie de X moins l'entropie de X conditionnée à Y. C'est-à-dire, on veut savoir dans quelle mesure toute mesure de X, d'accord, va réduire l'entropie de Y si les variables sont très fortement corrélées, si elles partagent quelque chose. Si elles sont complètement indépendantes, que je mesure X ou pas ne va absolument rien changer sur l'incertitude concernant Y. Et donc, cette forme mathématique permet en fait de mesurer donc, effectivement l'information mutuelle, ce qui est corrélé entre les deux, mais c'est une corrélation non linéaire, beaucoup plus vaste que les corrélations habituelles. D'accord ? Donc, à partir de là, on peut effectivement mesurer
donc le taux de transfert d'information dans un canal, et sa grandeur maximale, qui correspond à le maximum de l'information mutuelle, et la capacité d'un canal bruité. Alors le point important, et je voulais rappeler ça pour en arriver à ce point-ci, c'est qu'il y a ce principe qu'on appelle l'inégalité de processing d'information, qui est que, en fait, imaginons une séquence où une variable x conduise à la variable y, z selon une chaîne de Markov, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de processus de mémoire dans ce système. À ce moment-là, z dépend strictement de y, mais pas de x directement. D'accord ? Et donc, le point important, c'est que l'information mutuelle entre x et y, d'accord, va être plus grande que l'information mutuelle entre x et z. D'accord ? Ou de façon équivalente, l'information partagée mutuelle entre y et z est plus grande qu'entre x et z directement. Z ne peut pas avoir plus d'informations à propos de x que y lui-même. Sinon, il faut dire qu'il y a une nouvelle information qui rentre dans le système, et c'est ça qui n'est pas possible. L'information ne peut être que perdue dans le système, ou mieux maintenue, mais elle ne peut pas être gagnée. Et donc, c'est effectivement la conséquence importante de cette chose-là, c'est que dans un canal bruité, le bruit, de façon irréversible, en fait, corrompt l'information ou l'affecte, et il n'y a pas de nouvelle information qui peut rentrer dans le système. Donc à partir de ce principe-là, et si on utilise la théorie de l'information de Shannon concernant l'embryon, on va dire qu'on a dans l'œuf un ensemble d'inputs, alors très très vaste, et l'output, c'est l'embryon qui se développe progressivement. Et donc on ne peut pas considérer que l'information va augmenter dans ce système si on utilise ce paradigme d'information de Shannon. Et donc, de fait, quand on regarde ce qui se passe dans les stades précoces de l'embryon, revenons toujours au cas de l'embryon drosophile, mais c'est juste cas d'école, on peut l'utiliser pour n'importe quel autre système, eh bien, on a par exemple un gradient de bicoïde qui a un profil comme ça. Alors, on va dire qu'il y a un certain nombre de bits d'informations dedans. Si on pouvait décoder toutes les différentes valeurs discrètes de concentration, on aura un nombre très important de bits. Bon, en fait, tout dépend du système qui va pouvoir lire ces concentrations. Mais de l'autre, après, lorsqu'on a ce profil d'expression de, par exemple, hunchback en rouge, eh bien, on va avoir en gros un bit d'information. On va savoir si on va être on ou off. D'accord ? Parfois, les discontinuités sont très grandes dans ces gènes. Donc là, on a bien, ici, au regard de cet input et de cet output, une baisse du nombre de quantité d'informations. Mais voilà, donc à partir de cela, on va pouvoir commencer à voir comment peut-on s'y prendre pour expliquer, pour résoudre le paradoxe qui nous concerne. Alors, le point, donc la question, c'est est-ce qu'il manque de l'information dans la description que l'on fait habituellement en parlant de structure, de composition chimique, etc. Et s'il manque de l'information, quelle est-elle ? Alors, on peut déjà, à mon avis, répondre, c'est que si l'on considère le contenu de l'information algorithmique de ce système, mais pas simplement les cues, c'est-à-dire les signaux, les inputs x, y, z, etc., à ce moment-là, il y a une information qui n'a pas été caractérisée dans le système. Et donc, il faut non seulement caractériser la composition du système, mais également quelque chose qui concerne les règles d'interaction, ou dit autrement, l'algorithme ou les algorithmes qui sont en jeu dans ces systèmes. Alors, à ce stade-là, pour résoudre ce paradoxe, il faut, à mon avis, caractériser trois points différents. Un certain nombre de signaux d'information sont présents dans le système, mais sont cachés ou ne sont pas décrits, ne sont pas caractérisés, mais ils sont néanmoins présents. Ils sont silencieux dans le système. Deuxième point, certains signaux ont besoin d'être décodés ou recodés, donc ils attendent en fait un phénomène d'induction. Je parlais de séquentialité tout à l'heure, tout n'est pas présent dans la composition initiale du système. Un système purement ortho-organisé aurait tout dans sa composition qui permet de générer la structure, c'est le cas des instabilités de Turing. Mais un véritable système biologique opère par changement d'état progressif, et donc cet aspect de recodage, et de décodage et de recodage crée une séquentialité qui fait que tout n'est pas présent dans les conditions initiales. Et cette séquentialité est même importante pour la construction. Si on pense même d'ailleurs à ce qui se passe dans d'autres structures beaucoup plus simples comme une usine, et de fait, il y a une séquentialité qui est importante, alors qui est induite par un processus de contrôle extérieur. Mais dans un système biologique, il va venir de l'intérieur
par des algorithmes qui génèrent cette séquentialité. Et le troisième point, c'est que certains inputs sont présents mais sont inactifs ou non interprétables dans le système initialement. C'est-à-dire qu'ils ont beau être là, en fait, il n'y a pas de structure de décodage ou d'interprétation de ces signaux. Pour cela, il va falloir un nouveau contexte. Voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous donner des exemples biologiques qui, en fait, soutiennent chacun de ces points. Donc, certaines informations sont présentes, mais ne sont pas décrites, ou elles sont, comme on va dire, cachées. Prenons l'exemple, en fait, d'un embryon dans lequel on aurait une molécule qui serait présente parce que synthétisée dans la partie très antérieure de l'œuf, ici, et qui, donc, elle serait à une concentration C0 en position 0, hein, ici, et puis ici, on a les coordonnées spatiales vers la droite, et puis 0 dans les parties, dans les conditions initiales, dans le reste de l'embryon. Ce qui va se passer, c'est qu'au début, on aurait donc un bit d'information, parce que toutes les molécules seraient ici ou absentes, alors qu'après, on aurait un nombre très important potentiellement de bits d'information dans un système si on pouvait décoder toutes les différentes concentrations. Donc on pourrait dire que le nombre de bits augmente. D'accord ? Donc on va se dire, là, on viole le principe d'inégalité du traitement de l'information dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais en fait, c'est complètement négligé ce qui se passe dans un embryon, et c'est ce que je vais rappeler maintenant. Il y a l'information qui est cachée dans cette description du système. Tout n'est pas décrit. C'est une façon très, très, très minimale de voir les choses, qui se tient simplement sur les inputs et l'output, mais qui ne voit pas ce qui se passe derrière, et notamment la dimension algorithmique du processus. Donc l'information, ce qui s'apparente à un gain d'information dans ce système et qui est une hétérodoxie, reflète en fait le fait qu'il y a des réservoirs d'informations qui sont cachés. La géométrie du système, les conditions aux frontières, les lois de la physique, d'ailleurs ce qu'on peut voir comme des algorithmes, comme notamment les équations de diffusion et de dégradation, qui sont mobilisées dans ce processus. Donc par exemple, pour passer de cet état-là à cet état-là, il y a une loi de diffusion et de dégradation, dont les solutions admettent donc, cette forme de distribution exponentielle. Et donc on va dire que l'information algorithmique, le contenu d'information algorithmique dans le système, il est contenu dans les lois physiques élémentaires de ce système, qui a cette forme mathématique ici, et qui permettent de générer ce processus de cette distribution exponentielle. Donc on voit bien que donc, il y a une information, l'information qui était cachée dans ce système, on peut le voir comme un algorithme, au sens propre du terme, comme un algorithme. Et on peut le voir aussi, à certains égards, que c'est une information qui serait soit contenue dans le canal, proprement dite, ou qui serait une propriété même de ce canal. Donc le canal de communication, qui dans la théorie de Shannon, en fait, est une espèce de boîte noire, en soi, ce n'est pas quelque chose de tout à fait neutre, c'est quelque chose qui doit se caractériser d'une façon ou d'une autre. Ce n'est pas le sujet de Shannon dans sa théorie, mais c'est néanmoins quelque chose qui permet d'expliquer pourquoi on aurait apparemment une augmentation de l'information. L'autre information, réservoir d'informations cachées qui doit être mis à jour, c'est une information, on va dire, géométrique. Alors, pour la diffusion, par exemple, le fait qu'on se situe dans une géométrie qui est la forme de l'œuf, qui peut être ici alors une ellipsoïde, qui dans d'autres cas pourrait être une structure beaucoup plus plane, ou une structure branchée comme un neurone, ou je ne sais quoi. Ces conditions physiques, la géométrie du système, en fait, a un impact important sur les lois d'évolution. Même les instabilités de Turing, les conditions aux frontières, ont un impact très important sur les types de solutions que l'on trouve. Donc on ne peut pas ne pas caractériser cette géométrie. C'est une information contenue dans le système, mais qui typiquement n'est pas décrite lorsque l'on s'en tient à la description de Shannon. On a un input, un output. Il ne faut pas surinterpréter ce que dit Shannon. Shannon est intéressé uniquement aux questions de communication et de corrélation statistique entre des inputs et outputs. Il ne s'intéresse pas au contenu informatif d'un système, et notamment celui que je décris en termes de l'information structurelle géométrique ou l'information algorithmique sous-jacente dont j'ai parlé précédemment. Incidemment, en termes de géométrie, il y a aussi une autre forme d'information qui est en fait, qui peut se traiter d'ailleurs en termes d'information de Shannon, d'information mutuelle, c'est l'information de position dont j'ai parlé l'an dernier, qui est l'information mutuelle entre la coordonnée spatiale X et la concentration du molécule. C'est-à-dire que la mesure de la concentration permet d'inférer une position. On l'avait vu en détail l'an dernier. Donc je ne reviens pas. Ça, c'était pour le premier point. Il y a donc de l'information qui est cachée, mais que l'on peut décrire, que l'on peut caractériser. La deuxième chose, c'est en vertu du caractère séquentiel des processus et de l'hétérogénéité des systèmes biologiques, il y a des phénomènes d'induction
qui modifie le contexte à tout moment et qui nécessite un recodage, et qui se caractérise par un recodage permanent de la composition du système. Encore une fois, pour reprendre cet exemple que l'on a vu, on parle d'un gradient donc, de bicoïde qui va être recodé en termes de distribution spatiale de gène gap, dont on voit ici un profil, ici Hunchback, qui va être de nouveau recodé en termes d'expression de gènes pair-rule qui ont ces profils en bande ici. Donc, on voit bien que on ne peut pas former les bandes de pair-rule directement à partir des gènes gap. Le système n'a pas la capacité de le faire parce qu'il lui manque le recodage intermédiaire qui se forme des gènes gap. Plus tard, et d'ailleurs je vais faire une petite parenthèse, après les gènes pair-rule, on a les gènes segment polarity, qui sont en fait des gènes qui sont des cibles des gènes pair-rule et qui définissent non pas le type de segment, mais aussi leur polarité structurelle. Bon. On a longtemps vu l'embryon de drosophile comme un système qui est totalement prédéterminé par cette cascade, caractérisé par cette cascade. Il se trouve que Eric Wischhaus, ces derniers temps, a généré des embryons où il a enlevé tous les inputs maternels, tout ça. Alors, pas simplement bicoïde, dorsal, aux extrémités. Donc, l'embryon n'a plus d'hérédité chimique venant de la mère qui brise sa symétrie. L'embryon a une composition qui est son génome, d'accord ? Et ce qui se passe, c'est que donc, ni les gènes gap, ni les gènes pair-rule ne peuvent être induits, parce qu'il manque les inputs pour les activer, donc ils ne sont pas exprimés. On va se dire, bon, on a un embryon mort qui ne va rien faire, parce qu'il n'a pas de gap, et donc n'ayant pas de gap, il ne peut même pas exprimer les pair-rule. Alors certains vont être uniformes, d'autres pas du tout exprimés. Mais ce qui se passe, c'est qu'au moment où les gènes pair-rule, segment polarity arrivent, à ce moment-là, le système génère naturellement, par pure auto-organisation, des structures qui sont comme des protosegments, alors qui ne sont pas du tout alignés selon les coordonnées spatiales, hein, qui forment des instabilités sans doute dynamiques, qui ressemblent un peu aux vagues d'un cyclide dans le disque de stellium, et qui montrent en fait la différence qu'il y a dans un système qui, selon des règles de séquentialité, en fait, petit à petit définissent une information de position, et un système purement auto-organisé, avec sa seule composition, on génère des structures. Et je pense que ça montre bien qu'il y a des algorithmes qui permettent de générer, très simples, de générer en fait des structures auto-organisées. Ça serait le cas de ces segment polarity genes. On en a plein d'autres exemples, Turing. Et des systèmes plus complexes parce qu'ils répondent à une séquentialité avec des algorithmes séquentiels qui agissent pour recoder l'information. Et ça, on ne peut pas remplacer ces structures séquentielles par un algorithme purement auto-organisé. Et donc, dans le développement, on a certes des structures plus compliquées parce qu'elles répondent en fait à cette séquentialité. Néanmoins, on peut à chaque étape identifier l'algorithme sous-jacent et de proche en proche construire une évolution de ce système. Voilà. C'est un écho aussi à ces propriétés de modèles simples dont je parlais tout à l'heure et les modèles compliqués qu'on a trouvés chez la drosophile par rapport au modèle de Turing. On va dire que les segment polarity genes, c'est un modèle simple. Ici, on a un modèle plus compliqué, mais voilà, c'est cette séquentialité que l'on peut caractériser. Autre exemple de recodage, décodage, recodage, c'est dans la diversité des neurones dans le système nerveux. Alors ici, je prends l'exemple de la drosophile, mais c'est vrai dans d'autres cas où en fait, pour créer des neurones d'une certaine identité à un certain moment, on ne peut pas le faire sans le faire dans une séquence particulière. Et donc vous voyez, quand je parlais tout à l'heure de profondeur logique d'un système, les dimensions séquentielles des processus de développementaux prend du temps. On ne peut pas brûler les étapes. On est obligé de passer par les étapes précédentes, les unes après les autres, pour arriver à l'étape finale. Et donc, c'est une autre façon de voir la complexité, c'est sous le point de vue du temps de génération en voyant cette séquentialité. Le troisième point, c'est que certains inputs sont présents, mais requièrent un nouveau contexte, c'est-à-dire des cofacteurs ou une nouvelle configuration pour être active et interprétable. Et donc là, on va le voir dans certains exemples. Alors pour justifier cela, je prends cette petite métaphore. On peut considérer des livres. Alors un livre, ici j'ai pris Growth and Form de Darcy Thompson. On peut en avoir une quinzaine d'exemplaires différents. On va se dire l'information dans le livre, elle est multipliée 15 fois. L'information totale est la même. Néanmoins, si l'on voit les choses d'un point de vue algorithmique, c'est-à-dire des interactions possibles entre les livres, la métaphore est finie, pour les livres, ils ne vont pas interagir les uns avec les autres, mais des cellules qui ont toutes le même génome, la même composition chimique, on peut faire l'expérience de pensée, toutes mêmes conditions initiales, on les mettrait ensemble,
en raison même des lois de la physique et des fluctuations, diffusion, association, dissociation, l'algorithme sous-jacent, c'est-à-dire celles qui vont générer par exemple bistabilité, on en reparlera les prochaines fois, eh bien, à partir d'un système parfaitement homogène, on va avoir se singulariser certains états qui vont définir une nouvelle configuration qui va faire évoluer le système de proche en proche. C'est-à-dire que des nouveaux signaux, une protéine par exemple, va devenir disponible en raison des conséquences des interactions entre des structures qui étaient initialement identiques. D'accord ? Les fluctuations et la bistabilité, par exemple dans l'exemple de l'inhibition latérale que l'on voit très fréquemment au cours du développement. Donc les cellules répondent à un signal inductif qui lui-même va pouvoir contrôler d'autres processus en aval. Donc là, vous voyez bien qu'à partir d'une information égale initialement, l'existence même d'algorithmes de diversification va créer des nouvelles configurations qui vont faire évoluer le système. Et donc l'embryon n'avait pas tous les signaux initialement, ceux-ci apparaissent dans une séquence particulière, et cette séquentialité émerge donc de l'algorithme. Alors, voilà, donc souvent on parle d'une information potentielle, c'est-à-dire elle n'est pas vraiment là, mais elle est potentiellement. En fait, c'est les algorithmes qui permettent en fait de les faire apparaître séquentiellement, et on verra dans le cours numéro 4 sur la dynamique de information processing, on verra comment on peut caractériser ça d'une façon rigoureuse. Alors maintenant, j'aimerais illustrer comment effectivement cet aspect contextuel de l'information, c'est que les mêmes signaux, les mêmes molécules peuvent avoir, en raison de cette dépendance au contexte, des fonctions tout à fait différentes. Et un très bon exemple issu du développement que je voulais vous donner, c'est l'exemple de la voie de signalisation Wnt, qui, comme vous le savez, est utilisée dans tous les organismes pluricellulaires. Cette voie Wnt, en fait, elle va permettre de faire différentes choses au cours du développement de l'aile. Alors, l'aile, c'est donc cette structure adulte qui procède d'un tissu qu'on appelle le disque imaginal chez la larve, et qui est en une période de forte croissance initialement, croissance exponentielle de quelques dizaines de cellules à quelques milliers de cellules à la fin du développement en 5 jours, et qui, dans les étapes suivantes, va adopter, donc là on est dans une forme, en gros en 2 dimensions d'un tissu épithélial, qui après va acquérir une forme particulière au cours de la métamorphose, qui est cette période de la vie de l'organisme qui n'est pas simplement en croissance, mais qui forme la structure, avec quelques proliférations cellulaires au début, mais pas après, mais simplement qui s'occupe de la forme. Et on va voir que la voie Wnt va jouer des rôles différents à différents moments. Alors au tout début, Wnt va jouer un rôle dans la spécification du territoire de l'aile, puis dans sa véritable croissance, et enfin sur les structures à la marge de l'aile. Et c'est la même voie qui est utilisée. Et finalement, il y a une certaine économie dans le nombre de gènes. Les gens ont été surpris par le relativement faible nombre de gènes dans les organismes, parce qu'en fait, on n'avait pas considéré que le même gène peut être utilisé dans des contextes très très différents, et donc il permet une certaine économie. Alors ici, vous voyez cette phase très précoce où la voie Wnt, aussi que l'on voit en rouge, un anticorps contre la protéine Wnt, dans cet état très précoce du développement de la larve, où il n'y a que quelques dizaines de cellules, eh bien la protéine Nubin, en fait, est un marqueur, ou un facteur de transcription qui va définir l'identité L. D'ailleurs, Wnt, qui est le nom usuel, c'est la conjugaison du nom wingless, qui est le nom du mutant drosophile, qui n'avait pas d'L, parce que justement il manquait cette fonction, et int, qui est une fonction issue des oncogènes que Harold Varmus avait étudiée. Donc on a mergé les deux noms pour donner cette voie Wnt. Donc tout cela vient donc de cette fonction pas d'L. Si d'ailleurs on apporte très très précocement wingless de façon ectopique à ce stade-là, on peut créer une duplication entière du territoire de l'aile, au détriment du tissu qui forme la partie dorsale de la drosophile. Donc première fonction de Wnt. Mais plus tard, dans un autre contexte, d'autres facteurs de transcription, Wnt va avoir une fonction différente. D'ailleurs, il va être exprimé à partir de cette marge ici, cette ligne, à partir duquel, par diffusion, il va former un gradient exponentiel de distribution, et dont la fonction est nécessaire pour en fait, permettre au tissu d'avoir sa taille finale normale. Vous voyez ici, dans des conditions où on va utiliser une mutation thermosensible de wingless qui va inactiver pendant cette vie larvaire, on va voir qu'en fait, que l'aile va être plus petite, comme si elle était découpée à sa marge. Et donc, la quantité de signalisation de wingless est proportionnelle à la taille du tissu. Et enfin, une fois que l'aile est formée, qu'elle a sa bonne taille, dans la période donc chez la pupe,
wingless est exprimé à la partie très marginale de l'aile, et ici il va être requis pour former des structures différenciées qui sont ces cellules qui ont donc voilà, des petites comment on dit, bristles, c'est-à-dire des petites soies mécanosensibles pour certaines, etc., et qui sont utilisées, donc voilà, qui sont toutes à la marge de l'aile. Donc on voit bien ici un contexte, une fonction de la signalisation qui est contexte dépendante. Un autre exemple qui fait appel à la morphologie et à la structure du tissu, c'est que dans un système qui répond à des interactions par feedback entre la composition chimique, la géométrie et la mécanique du système, on peut voir émerger de nouveaux contextes. On peut prendre ici, par exemple, l'exemple d'un tissu épithélial sur une matrice avec même des cellules mésenchymateuses ici. La croissance de ce tissu sur la matrice peut générer, dans certaines conditions, en fait, un flambage du tissu qui va générer donc ces ondulations. Et l'environnement local créé dans ces parties concaves, tout dépend comment on le regarde, du tissu, génère ici une signalisation qui crée un nouveau contexte. Donc là, c'est un contexte non pas chimique lié à la séquentialité des réseaux d'interaction, mais un nouveau contexte morphologique qui modifie la façon dont les signaux opèrent. L'an dernier, dans mon cours sur l'information structurelle géométrique, j'avais donné des exemples en fait, de pourquoi la géométrie est une information en tant que telle. Alors ici, dans les villosités intestinales, on a la partie donc, de la crypte où il y a des cellules souches, et la partie qui forme donc, cette villosité proprement dite, avec l'extrusion cellulaire. La formation de ces structures complexes dans l'intestin nécessite en fait la différenciation de différents domaines. Le domaine où les cellules souches sont formées, et ici on voit différents stades du développement embryonnaire, des marqueurs de cellules souches, LGR5, qui sont d'abord uniformes et qui après sont confinés uniquement dans la partie très basale, la crypte de villosité. Et on va voir que cela émerge progressivement d'un contexte différent qui fait qu'une signalisation différenciés, spatialement organisés se mettent en place. Et en particulier, on a donc deux signaux qui sont produits. Le premier, c'est Sonic Hedgehog, qui est produit uniformément. L'expression est uniforme dans le tissu, mais on a cet autre facteur de croissance, BMP4, qui lui est uniforme et qui à la fin est enrichi dans la partie villosité proprement dite, dans la partie externe ici, de la villosité, et non plus dans la crypte. Et cet état provient en fait de la courbure du tissu. C'est-à-dire que l'hypothèse qui a été formulée par les auteurs, donc Amy Shire, quand elle était Cliff Tabin, c'était de dire que la formation donc, de cette villosité modifie la distribution de la molécule, qui notamment, en voyant ici, le profil de concentration de Sonic Hedgehog, à 2 jours différents du stade embryonnaire, où on voit que la forme de la villosité est beaucoup plus prononcée. Et ici, en fait, en raison même de la position entre ces deux tissus et de la diffusion, la molécule, vous voyez, initialement formant ce gradient exponentiel très fortement décroissant, ici, s'accumule dans la partie interstitielle entre les deux côtés de la villosité à concentration donc plus importante. Et donc, c'est l'augmentation de cette concentration qui permet l'activation différentielle de BMP4, comme les auteurs l'ont démontré dans cet article. Donc, c'est la géométrie qui forme un nouveau contexte à une signalisation pour avoir un rôle spatialement organisé différent. Voilà, donc j'ai donc énoncé comment on peut réconcilier le paradoxe de la complexité croissante à information constante selon la théorie de Shannon, en considérant en fait qu'il y a toute une quantité d'informations qui n'est pas décrite, qui est un réservoir important, dont on peut rendre compte en termes d'informations algorithmiques, en termes d'informations structurelles en particulier, et aussi en vertu du fait que les systèmes sont souvent séquentiels, et ce qui est une propriété même des algorithmes en fait sous-jacents. Ce caractère séquentiel du traitement de l'information fait que les systèmes ne sont pas strictement auto-organisés, mais qu'ils forment des nouvelles conditions pour un nouveau système qui évolue de proche en proche, et que donc on ne peut pas arriver à produire des structures complexes en une étape, on les produit de façon progressive. Et donc, toute l'information n'est donc pas disponible, présente initialement. Elle se développe, elle se manifeste progressivement. Et ce qu'une cellule fait, c'est justement, elle est capable de générer cette séquentialité. Alors, pour finir, et une façon de rassembler un peu tout ça dans un cadre assez simple, on pourrait dire que c'est comme si on avait dans une cellule, d'abord on le sait, une multiplicité de canaux d'information différents qui chacune répondent à des inputs particuliers. Alors je représente X1, X2, ce sont les composants chimiques qui génèrent une information X2,
qui, de façon séquentielle, va produire une information X3, qui peut interagir avec une information géométrique G1 pour produire une nouvelle configuration géométrique particulière, laquelle va interagir avec un signal mécanique, avec un signal chimique Z, qui va produire un état mécanique. Voilà, j'ai construit de façon tout à fait simple à la fois le caractère séquentiel de l'information. Chacun correspond à des canaux, et même en parallèle, à tout moment, différents canaux d'information fonctionnent. Et à vrai dire, chaque canal d'information procède d'un algorithme qui assure en fait cette transformation. Ce n'est pas du tout le souci de la théorie de l'information de Shannon que de rendre compte de cette information algorithmique, mais cette année où nous intéressons à l'information algorithmique que j'ai introduit l'an dernier, on voit bien que ça devient absolument crucial. Donc par rapport au paradoxe de cette information qui croît, en fait, il faut déjà faire un inventaire total de l'information et pas simplement la voir en termes d'input et d'output, mais en termes de processing lui-même, de calcul, d'algorithme en d'autres termes. Une autre façon de voir les algorithmes, c'est au regard du caractère séquentiel ou enchevêtré ou en réseau de ces différents inputs. On voit que tous ces canaux ne sont pas à avoir simplement un travail séquentiel les uns après les autres, mais même de façon croisée les uns avec les autres. Et donc, la fonction algorithmique, cette information dans le système, permet de rendre compte de cet apparemment paradoxe. Donc voilà, je conclus ce cours. On a essayé de parler de complexité d'information. La complexité croît au cours du développement, oui. On peut distinguer différents types de complexité. Une complexité descriptive purement statistique, une complexité descriptive au regard de l'algorithme qui les génère, une complexité en termes du temps de génération de ces structures, qui vient sans doute du caractère séquentiel des processus, de leur durée. L'information algorithmique peut être approximée par la compression en fait, d'une séquence qui pourrait être la représentation d'un processus algorithmique. Donc là, ici, on pourrait se dire, oui, mais finalement, on a parlé d'information algorithmique. Comment peut-on en rendre compte? Peut-on la mesurer? Alors là, je pense qu'il y a tout un chantier à faire, mais peut-être que j'ai envoyé quelques pistes qui permettent de voir comment on pourrait commencer à s'y intéresser. C'est-à-dire comment est-ce qu'on pourrait comparer différents algorithmes du point de vue de leur fonctionnement même, de leur complexité même. Peut-on l'aborder sous l'angle de la compression ou sous d'autres méthodes qui resteraient à inventer? Et enfin, je ne vais pas répéter ce que je viens de dire, mais je pense qu'il y a une façon de lever ce paradoxe en termes d'information croissante au cours du développement. Non, elle n'est pas croissante, mais la fonction algorithmique au sein d'un système permet de rendre compte d'une information cachée que la théorie de Shannon ne stipule pas, mais qui est présente dans ces embryons. Voilà, donc j'en ai fini, et les cours prochains s'intéresseront beaucoup plus en détail à des processus algorithmiques en jeu au cours du développement ou dans la biologie cellulaire en général, avec d'abord une vision plus logique du processus, puis une vision plus dynamique, qui ne renonce pas à la logique, mais qui aborde les choses d'une façon assez différente. Et puis à la fin, on parlera d'apprentissage. Voilà, je vous remercie et passez une excellente journée.